Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et ce matin, bienvenue, bonjour, merci d'être avec nous sur nos routes de l'été. J'aurai le bonheur de vous accompagner pour, vous allez le voir déjà, un programme bien chargé jusqu'à midi. Ce matin, on va commencer d'ici quelques instants dans notre rubrique Sud Radio vous écoute pour un voyage au cœur de la bienveillance et du courage. Direction le sanctuaire du futur ou la ferme des rescapés, deux lieux où l'on sauve les animaux promis à une fin tragique. Cochons, vaches, chevaux et même bien sûr des lamas, mais beaucoup d'autres y retrouvent liberté et douceur de vivre. À 11h30, dans Détour de vacances, je vous propose de mettre le cap sur un camping pas tout à fait comme les autres, le Mât Berrugue. Imaginez-vous dormir dans un dôme, une pyramide, un cocon ou même dans un bateau posé sur la terre ferme. Et puis à midi moins le quart, je vous emmène en Bourgogne, au cœur du légendaire Clos Vougeot. Même en plein mois d'août, on peut y vivre un déjeuner typique du terroir autour de la table d'hôte du château. Vous l'avez compris, un rendez-vous riche, un rendez-vous gourmand à la fin, mais un rendez-vous également dans Sud Radio vous écoute, où on s'occupe de nos compagnons. Sud Radio vous écoute, ils ont décidé de sauver les animaux en danger. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et on va en parler avec vous, Théo Ampillac. Maltraitance, abandon et parfois sauvetage in extremis. Les chiffres sont là, ils donnent le vertige. Et oui, chaque année en France, plus de 420 000 animaux sont maltraités ou abandonnés selon les associations de protection animale. Qu'ils soient domestiqués ou issus de la ferme, cela représente, rendez-vous compte, plus d'un animal victime toutes les 2 minutes. La maltraitance prend de nombreuses formes, des coups, des privations de nourriture, des sévices corporels, mais aussi des conditions de vie indignes dans certains élevages. Les infractions ne cessent de croître, elles ont augmenté de 30% en 5 ans. Et ces statistiques ne reflètent qu'une partie de la réalité, puisque la plupart de ces cas restent invisibles. Face à cette situation, des sanctuaires comme celui de Futur Asso et des associations comme la Ferme des Rescapés se mobilisent pour tenter d'éradiquer ce fléau. Selon un rapport de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, plus de 3200 animaux de ferme ont pu être sauvés en 2024, une hausse de 40% par rapport aux années précédentes. Un travail de fourmi face à une vague qui, elle, malheureusement, ne cesse de grandir. Merci beaucoup Théo. Et vous êtes avec nous, vous aussi, au 0826 300 300. Vous voulez témoigner, vous voulez partager votre expérience. Avez-vous vous-même sauvé des animaux ou tout simplement fait connaître une situation compliquée? Vous êtes aussi nombreux sur la page Facebook de Sud Radio et vous êtes déjà avec nous. François vient d'arriver. Stéphane dit, il faut parler de l'association Suzy Handicap Animal officielle. Mais voilà, c'est fait. Stéphane, Brigitte, bonjour Dame Laurence, bonjour à tous. Béatrice est également avec nous. Et oui, ce matin, vous l'avez compris, on va parler de ceux qui n'ont pas de voix, mais qui comptent sur nous. Ils sont chats, chiens, chevaux, moutons, beaucoup d'autres animaux que la société met de côté quelquefois, mais que certains refusent d'abandonner. Dans ce Sud Radio vous écoute, vous allez découvrir 2 parcours bouleversants. En studio, avec moi, j'ai Amadeus Humanimal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec nous carrément en studio. Vous êtes le fondateur de Futur Asso. Ouais, l'association Futur. Et puis l'association Futur, exactement. Et puis nous aurons aussi avec nous Verena Phil, qui est la soigneuse également à la ferme des rescapés et qui a aussi monté cette ferme des rescapés. Bonjour Verena. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux et je vous attends au 0826 300 300. On va commencer, si vous le voulez bien, avec vous, si vous voulez nous parler un petit peu, me présenter votre parcours Humanis et pourquoi vous avez monté cette association. Alors moi ça fait très longtemps que je suis engagé dans la cause animale. J'avais rien d'un animaliste, mais vraiment rien. J'étais un jeune de banlieue perdu, je vais dire. Et j'ai décidé de mettre de la cohérence dans ma vie et de changer de vie. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis dit, est-ce que je serais prêt à faire du mal aux animaux, à les manger? Et du coup, très rapidement, je suis devenu végétarien. Et à la suite de ça, j'ai décidé de consacrer ma vie aux animaux. Et donc, c'était il y a plus de 20 ans. Et donc, je suis passé de petit voyou à défenseur des animaux. Petit voyou, mais vous me dites ça comme ça. Vous étiez vraiment un petit voyou. Ouais, on peut dire, ouais. J'avais même arrêté avant le bac et tout ça. Et après, j'ai repris mes études. C'est voilà tout ce chemin de compassion qui m'a bouleversé et ça m'a amené à me changer, à évoluer. Je pense que le fait de
c'est peut-être une croyance, je vais vous la témoigner, de mettre de la mort ou de générer de la mort quotidiennement, ça engendre en nous une logique de mortifère et de domination et de prédation. Et du coup, en arrêtant de faire du mal aux animaux, notamment en les mangeant, ça a enlevé en moi cette logique de domination et de prédation. Voilà, et ça c'est votre parcours. C'est votre parcours pour avoir créé l'association Futur. C'est ça. Et vous allez bien sûr nous raconter, si vous le voulez bien, Emmanis, comment vous venez en aide aux animaux. Nous avons aussi, vous l'avez vu et vous l'avez entendu, Verena de la ferme des Rescapés. Vous, comment Verena, vous avez monté la ferme des Rescapés ? En fait, nous sommes émigrés ici il y a 23 ans et moi je suis sociologue et assistante sociale en Allemagne et on a créé une ferme biologique de maraîchage et j'avais pas trop d'intention de faire un refuge, mais j'ai vu la misère un peu partout. Quand j'ai amené mes filles à l'école, etc., j'ai vu des poneys vraiment dans la boue avec des sabots éternellement longs et j'ai commencé à essayer de récupérer ces animaux et très vite, j'ai eu la réputation, on peut m'amener des animaux que personne veut. Et au fur et à mesure des années, j'ai surtout remarqué il y a la misère féline en France, ça veut dire les chats sauvages, les chats abandonnés qui sont un peu partout et personne ces chats-là veut parce qu'ils sont sauvages, parce qu'ils sont craintifs ou même ils ont des maladies et au fur et à mesure notre association que je crée 10 ans après notre arrivée parce que j'ai pillé mes comptes comme particulier d'abord et après 10 ans ma fille qui travaille avec moi depuis 16 ans dans cette association elle m'a dit il faut créer une association sinon on va se ruiner bien sûr et officiellement elle existe depuis 16 ans et inofficiellement, c'est depuis 2000. On travaille ici, on a des... Vous êtes où exactement ? Nous sommes à côté de Cahors, dans les Lottes, en fait, dans les 46. Oui, c'est ça, vous êtes à Cassagne. À Cassagne. Mais le fait que nous prenons des chats sauvages, nous sommes le seul refuge, en fait, dans toute la France. Et on a en Afrique, ces chats-là, partout. Bretagne, Nice, Lyon, Paris, surtout des banlieues, des sites où ils sont mutilés, maltraités, écrasés, enfouis. On va continuer de découvrir la ferme des Rescapés. On entend miauler derrière vous, c'est cool. Amadeus, comment fonctionne Futur Asso ? Comment vous venez en aide, vous, aux animaux ? Ouais. Alors nous, on est une association sur le changement culturel. On veut essayer de changer les mentalités sur les animaux. Tous les animaux. C'est-à-dire les considérer comme des êtres vivants. Voilà, part entière avec des droits. Et en fait, on s'est dit, il y a eu une évolution de la représentation du chien. Sur les 2 derniers siècles, on est passé des chiens errants qui ont la rage, à qui on jette des cailloux, qu'on veut surtout pas toucher, aux animaux, aux chiens de garde qui ont des laisses avec eux, qui sont dans la niche, qui sont là que pour garder la maison, aux chiens qu'on va dorloter sur le canapé. Et en fait, on pense que le fait d'avoir démocratisé leur adoption par des particuliers, notamment grâce à la SPA, ça a permis de déconstruire notre regard qu'on avait sur eux et que maintenant plus personne, les gens sont choqués si on maltraite des animaux, même si on mange des animaux. C'est passé, c'est légiféré d'ailleurs. Hein, oui, c'est légiféré. Justice, ça y est, c'est considéré. Et il faut savoir que jusqu'en 1925, il y avait des boucheries de chiens à Paris. Pardon ? Ah oui. Vous pouvez regarder. En 1870, naissaient les boucheries de chiens et en 1925, fermeture de la dernière boucherie de chiens à Paris. Je suis contente de ne pas avoir connu ça, mais je veux dire ça maintenant parce que j'ai le regard de 2025, le regard de ma culture, le regard de la façon dont on considérait les animaux chez moi, c'est-à-dire comme des êtres à part entière. Exactement. Et donc nous, on a une vision, c'est pour ça qu'on s'appelle Futur. On pense que dans 100 ans, les gens considéreront les vaches et les cochons comme des chiens. Et du coup, nous, on veut essayer d'accompagner ce changement culturel. Et donc, comment on fait ? On a essayé de faire le même processus qu'il y a eu avec les chiens, en démocratisant leur adoption uniquement par des particuliers. D'accord. Donc, en fait, le sanctuaire du futur, c'est un sanctuaire géant, composé de multitudes de particuliers. Là, actuellement, on en a 50,
qui ont des animaux de ferme chez eux. Et donc, on a 500 animaux partout en France. Donc, des gens qui ont... C'est-à-dire que moi qui ai un petit jardin, je peux m'inscrire et prendre, par exemple, un mouton qui me tondrait la pelouse. Non, je rigole. mais je peux accueillir un animal. Oh lolo, tu vas peut-être accueillir aussi l'orthographe et la grammaire dans ta tête. Un animal de la ferme. Oui, c'est ça. Une poule, deux poules, parce qu'on les laisse pas. Ouais, faut pas les laisser tout seul. Voilà. C'est génial, mais franchement, bravo. Je vais demander tout de suite à notre amie de la ferme des Rescapés ce qu'elle pense de vous, de cette très belle idée. Et puis après, on va accueillir Sarah qui est avec nous au 0826 300 300. Verena, c'est plutôt une belle idée que nous apporte Amadeus de l'association Futur. Non, je pense que c'est normal de considérer tous les animaux comme des êtres vivants, avec des sentiments, avec leur dignité. Nous aussi, on a 900 animaux, des animaux de ferme, des chevaux, etc., des moutons. Par contre, je pense qu'il faut quand même faire attention avec les adoptions, parce que nous, on a souvent des demandes d'adopter un mouton dans le printemps, quand les gens ils n'ont pas envie de tendre leurs friches, et nous avons constaté, il faut vraiment être vigilante qu'ils sont prêts après aussi à faire tendre le mouton, à leur acheter du foin, etc. Vous comprenez, pas les utiliser uniquement comme outil, ce que veut pas dire, je pense, mon collègue non plus. Je pense le fait que les personnes reconnaissent que les animaux ont vraiment leur vie et leurs besoins spécifiques qu'il faut vraiment respecter, ça leur donne un autre accès aux animaux, comme il dit aussi, ce qu'il parle de démocratiser, en fait un peu observer leurs besoins aussi, pas uniquement ce que je veux, l'animal doit décorer moi et ma personnalité, plutôt qu'est-ce que je peux faire pour les animaux pour que la misère devient plus petite. Et on rappelle que la ferme des Rescapés, comme son nom l'indique, que vous récupérez les animaux rescapés et puis les animaux qui sont peut-être d'ailleurs malheureusement qui devraient aller vers la fin de leur vie. Je voudrais qu'on comprenne Sarah au 0826 300 300, parce que vous allez voir, elle va être effectivement dans ce que vous disiez, Verena, c'est attention à ce qu'on fait quand on accueille des animaux. Sarah, bonjour. Bonjour Laurence et bonjour à vos invités passionnants, c'est formidable ce qu'ils font, moi je suis béate d'admiration et je pense qu'il faudrait qu'on travaille ensemble. Alors moi je suis la présidente de ProNatura France. ProNatura France est une association qui regroupe principalement des éleveurs et des particuliers, mais aussi des vétérinaires et des scientifiques. Alors, Sarah, on a un petit souci avec votre connexion, ça coupe un petit peu. Rappelez-moi le nom de l'association, mais en l'épelant, s'il vous plaît. ProNatura France. On a un site internet que les gens peuvent aller regarder. Vous m'entendez bien là ? Oui, mais alors, comment vous écrivez ProNatura. ProNatura, alors PRONATURA France. ProNatura France. Et nous rassemblons donc des éleveurs, des particuliers, des associations de protection, et on a tous les taxons, c'est-à-dire aussi bien les animaux domestiques que les non domestiques et les animaux de ferme. Nous, on a tout le monde, si vous voulez. Donc, on a une vision totalement générale, et c'est pour ça que je comprends complètement. On travaille avec des associations comme Wild Farm et tout. Je comprends complètement ce que vous faites. Après, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, la question de la maltraitance. Là, il faut être très prudent. Nous, on travaille avec des vétérinaires. Et je vous donne l'autre côté du tableau. C'est-à-dire que très souvent, nous sommes appelés pour maltraitance par des gens qui ne connaissent pas, comme disait Verena très justement, parce que ça ne s'invente pas, qui ne connaissent pas les conditions. Par exemple, moi je suis en Camargue, on a régulièrement des appels à la gendarmerie pour des chevaux maltraités et pour des taureaux maltraités. Il y a les intestins du taureau qui pendent. Non, c'est ses couilles. Et quand vous êtes en parisien, vous ne savez pas ce que c'est. Ensuite, un cheval âgé a une certaine conformation physique avec un affaissement des chines. Et les gens appellent en disant le cheval est maltraité. Il l'est pas, il est simplement vieux et il est en général très bien traité. Et là, vous avez des débarquements de DDPP, les policiers, etc. pour saisir l'animal alors que le propriétaire fait tout ce qu'il faut. Donc, il faut faire très attention. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance animale, première chose. Deuxièmement, nous, on milite pour la formation. Comme disait Verena, très justement, si les gens sont formés,
et qui savent ce qu'il faut pour un animal. Nous, on a des perroquets, par exemple. Les gens ne savent pas traiter un perroquet. Ils les maltraitent par ignorance. Donc, nous, on apporte un enseignement. Par exemple, quand la gendarmerie débarque, on aide les personnes en disant voilà comment il faut traiter votre perroquet. Et ça va tout de suite beaucoup mieux. Et les gens demandent ça. Quand on parle des chiffres, par exemple, tout à l'heure, monsieur a cité 420 000. Il faut voir qu'on a 80 millions d'animaux en France. Je ne dis pas que c'est formidable, mais 420 000 problèmes pour 80 000, ça veut dire que les gens sont de plus en plus conscients. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'associations qui forment aussi. Donc, on est plus au courant des maltraitances. Mais c'est pas qu'il y en a plus, je dirais qu'il y en a moins. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je vois chaque fois qu'un perroquet est perdu, qu'un chien est perdu, la quantité de gens qui se mobilisent pour sauver les animaux. Donc, on n'est pas des maltraitants, c'est pas vrai. On est beaucoup plus grands. Il y a effectivement quelques maltraitances, mais pour ça, moi, je trouve qu'il faudrait beaucoup plus de contrôle. Nous, on a un gros problème avec l'État. Je vous donne un exemple. Un monsieur qui a fait un refuge de tortue incroyable. Il est connu depuis 20 ans. Et ils ont débarqué à 60 polices, etc. Ils l'ont menotté devant ses enfants pour des faits qui n'ont même pas été prouvés. Et des fois, on saisit des chevaux des associations, je ne dirais pas lesquelles, saisissent ces chevaux, les revendent par derrière, demandent 800 000 € de pension à des gens qui ont fait de mal. Donc, il faut quand même encadrer énormément tout ça. Moi, j'aime beaucoup votre témoignage, Sarah, et puis vous tapez du poing sur la table, et vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio, donc c'est pour ça que je vous ai vraiment laissé vous exprimer. Vraiment, bravo, parce que je voudrais savoir ce que vous en pensez. Elle a raison, Sarah, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on se mêle de choses que sans savoir, et oui, elle a raison aussi, Verena, il faut nous former, en fait, en tout cas, ne pas hésiter à le faire pour sauver les animaux qui sont en danger, mais ne pas s'immiscer dans quelque chose où on n'a pas à aller, quoi. Oui, tout à fait. Il y a de la maltraitance banalisée. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Et il y a de la maltraitance par ignorance. Surtout que nous, on est spécifiquement sur les animaux de ferme. Donc, un vétérinaire, il n'a jamais vu un cochon après 6 mois. Après 6 mois, il est allé à l'abattoir. Donc nous, on a des cochons qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc, ils savent pas comment faire. Donc nous, on est obligés, par l'expérience et par les connaissances avec des éthologues et des soigneurs et des soigneuses, de porter des réponses à nos foyers. Et donc, on a un réseau d'entraide composé de plein de personnes qui ont déjà toutes ces expériences. On a dans notre association des scientifiques qui s'y connaissent sur la question animale et sur spécifiquement les animaux de ferme. Et donc, oui, il y a un très gros enjeu de formation parce que les animaux, c'est pas juste un jouet, c'est pas juste joli, c'est... Et je suis assez d'accord avec vous, et j'imagine que les réseaux sociaux ne font pas non plus toujours du bien à ce sujet-là. On revient dans quelques instants, puisque on a une obligation dans tous les médias, c'est de faire des petites pauses. Merci beaucoup à Sarah. Si Sarah veut rester avec nous, elle peut, mais après il nous reste un petit quart d'heure. Verena, vous restez avec nous, bien sûr. La ferme des rescapés dans ce très très beau département du 46. Vous êtes situé à Cassagne, CASSAGNES. On garde aussi Humanis, Amadeus Humanis avec nous pour parler de l'association Futur. Et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Tiens, on va avoir Julien qui va porter la parole des éleveurs aussi à l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et on continue de parler évidemment de ceux qui ont décidé de sauver des animaux menacés de mort ou d'autres choses. On est sur Sud Radio, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et nous sommes en compagnie de Verena Figel, qui est la fondatrice de la ferme des rescapés située à Cassagne, dans le département 46. Nous sommes aussi en compagnie de Amadeus Humanimal, qui est le fondateur de l'association Futur. Et puis vous êtes avec nous aussi au 0826 300 300. Alors on a eu Sarah il y a de cela quelques instants. Verena et Amadeus, Sarah a envie de rester avec nous pour participer à ce rendez-vous, mais juste avant on va accueillir Julien qui nous appelle du Pays Basque. Il voudrait porter la parole des éleveurs à l'antenne. Bonjour Julien. Bonjour. Vous voulez nous sensibiliser sur quoi? Sur toutes ces associations qui ont un impact sur l'image des éleveurs vis-à-vis du grand public, c'est ça? Oui, voilà. En fait, on a, pour vous donner un cas concret, début août, là, il y a eu une petite foire pas loin de chez moi. C'est où chez vous? C'est où? Dans quel coin? 64, dans le Pays Basque. Ok. Et en fait, il y a une activiste de chez Futur là, qui a pris une vidéo sur, en particulier 2 chevaux qui n'étaient pas en très bon état, c'est vrai.
Et en fait, sur les centaines d'animaux qui étaient présents, elle a pris ces 2 animaux en vidéo. Et on sait très bien qu'il y aura un impact plus que négatif sur cet événement, qui est pour nous aussi déplorable. Des animaux comme ça ne devraient pas être présents, quoi, ni exister d'ailleurs. Tout le monde doit être bien traité. Et je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que lorsqu'il y a des maladies, comme en Savoie en ce moment, la dermatose sur les élevages laitiers, on peut constater que ces associations ne sont pas du tout présentes, et alors que les éleveurs sont plus que dépités, on va dire, parce que les animaux sont leur bien le plus cher, et peut-être les associations comme celle-là pourraient au contraire les aider. Leur apporte un appui, et voilà, on se sent un peu démunis face à via ça. quoi. Merci beaucoup, Julien, d'être intervenu sur Sud Radio. Restez avec nous. Je vais faire réagir Verena, bien sûr, et Sarah dans quelques instants, et puis notre invité Amadeus, puisque là il parlait de l'association, de votre association Amadeus. C'est vrai que on en revient à ce qu'on disait, ce que Sarah disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des signalements. Bon là, en l'occurrence, elles ont pris des photos des chevaux qui étaient vraiment en mauvais état. Julien se l'accorde pour le dire aussi, mais c'est vrai que quelquefois, ça renvoie et une image de nos éleveurs qui n'est pas la bonne. Là, donc, ce dont on parlait, c'était la foire de Garis. En effet, on a fait une enquête là-bas, on s'est rendu à la foire de Garis, et on a vu de nombreux actes de maltraitance banalisés à notre sens, et notamment des chevaux qui étaient très affaiblis. Ils ont pu être récupérés, notamment parce qu'on est en lien avec la Fondation Brigitte Bardot. Et voilà, alors après, nous on dénonce, on veut montrer, on veut changer les mentalités. On n'est pas contre les éleveurs, on pense que c'est aussi des victimes de ce système, d'un système très qui les exploite en fait, parce que c'est des petits maillons qui gagnent pas grand-chose, alors que certains ont l'amour des animaux, mais c'est pas l'amour des animaux que nous on conçoit, ils l'ont mais pas jusqu'au bout, parce que malheureusement pour vivre ils doivent les amener à l'abattoir, et donc nous on veut essayer de changer ces représentations, et donc on intervient. Alors là je peux pas vous suivre là-dessus, c'est que moi qui suis... Vous allez être choqués. Mais moi, je suis une mangeuse de viande. Comme ma mère et mon père. Voilà, et j'aime ça. Et oui, il y a des éleveurs que je remercie de faire très bien leur travail avec amour. Et oui, de toute façon, on sait que la finalité pour que l'être humain puisse manger. Enfin, je voudrais pas être indélicate au micro de Sud Radio, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps. La première chose qu'a fait l'homme pour manger, c'est de chasser. Il était cueilleur, pêcheur et chasseur. Donc je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais j'entends et je respecte votre... En fait, nous, c'est pour ça qu'on veut essayer de changer les représentations et les mentalités sans forcer les gens, comme il y a eu une représentation et un changement de mentalité sur les chiens. Donc nous, c'est un accompagnement de la société, parce que la société, petit à petit, va vers là. Le cercle de compassion évolue, grandit, la prise en considération des animaux se fait de plus en plus. On est passé des animaux d'instinct, qu'on pensait que c'était juste des animaux d'instinct, à des animaux sensibles, et on pense que dans les siècles, c'est pour ça qu'on s'appelle futur, que dans le siècle prochain, ça sera le siècle des animaux. Et donc voilà, nous on veut accompagner sans révolter la société, parce qu'on n'y arrivera pas dans tous les cas. En tout cas, je peux vous dire quelque chose que je ressens très fortement. Merci et bravo, parce que vous n'êtes pas dans la punition, vous n'êtes pas dans... vous savez, il y a certaines personnes qui veulent faire passer leurs idées en étant violents, en étant agressifs. Vous, c'est pas le cas, et ça fait du bien. Et c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut faire bouger la société. Julien, donc, lui, défend au 0826 300 300 les éleveurs comme moi. Je vous aime beaucoup et je sais le travail dur qui est fait. Il en parlait, il a des maladies comme la dermatose. Voilà, là pour le coup, quand on s'y connaît pas, il vaut mieux ne rien dire. Sarah, vous voulez réagir, puis après je donnerai la parole à Verena. Oui, tout à fait, Laurence. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, est très important. Nous, Pronatura, on travaille constamment avec le ministère de l'Agriculture et avec les éleveurs. Et il faut savoir, par exemple, pour la grippe aviaire, qu'il y a eu énormément d'abattages et qu'on n'a pas entendu effectivement toutes ces associations. Donc là, je rejoins Julien. Pareil sur la dermatose. Alors on se mobilise pour telle ou telle chose. En revanche, là où on aurait besoin, il faut savoir que les agriculteurs ont des modules bien-être animal, ils sont archi formés et très respectés pour la plupart. On est d'accord qu'il y a des brebis galeuses, ça il y en a partout. Mais la plupart sont très conscients. Je donne un exemple. Pour la grippe aviaire, on a demandé aux éleveurs, sur un simple soupçon, aussi bien pour la grippe aviaire que pour la salmonelle, d'exécuter 600 animaux. Et vous savez ce qu'on leur a dit? Et là je parle des services de l'État. On leur a dit de mettre leur poulet dans des sacs en poubelle
et de les laisser 24 heures et ensuite de les tuer le lendemain matin, les survivants à la main. Parce que quand vous êtes en dessous de 6 000, vous n'avez pas le droit à l'abattage chimique par des vétérinaires. Et après, ce sont les mêmes qui viennent vous punir, qui viennent vous inspecter, qui viennent vous harceler. Et là, je parle de l'État. Donc, c'est dur pour les éleveurs parce qu'ils ont d'un côté des associations qui font bien ou pas, enfin, qui font ce qu'elles peuvent, comme vous l'avez dit. Et d'un autre côté, vous avez l'État qui vous donne des consignes qui vont contre tout ce qu'on essaye de faire sur le bien-être animal. Donc, des fois, les éleveurs, ils sont un peu perdus. Et vous avez raison. La nature nous a quand même fait omnivores. Nous, on défend évidemment, mais moi, je ne comprends pas qu'on parle toujours des abattages, alors qu'on travaille beaucoup sur des conditions, d'étourdissement, etc., et que l'abattage rituel, on ne dit rien. Alors que cet abattage rituel continue et est profondément douloureux, maltraitant et scandaleux. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Et je pense qu'il a raison, ce monsieur. Il faut aller vers une conscientisation, mais il ne faut pas aller contre la nature. Et la nature, c'est quelle issue alimentaire. Nous, Pro Natura, on a une position fondamentalement végane et équilibrée. Sarah, Amadeus veut réagir ? Ouais, on peut en débattre. On est omnivore, tout à fait, comme on a le libre arbitre et on peut faire des actes très mauvais, même entre les humains, et puis se mettre une limite. Je pourrais, je sais pas, frapper des gens, tout ça, mais je peux me donner une limite. Et comme pour omnivore, en fait, si on regarde bien omnivore, on a toutes et tous mis un marqueur. Il y en a qui mangent pas de singe, pas de serpent, pas de cheval. Alors là, ça devient un débat. Pas de lapin. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Est-ce qu'il y a des raisons logiques ? C'est souvent des raisons culturelles. C'est pas des raisons vraiment rationnelles. On peut très bien vivre sans manger des animaux. Je suis pas venu pour faire le débat sur. Non. Mais voilà, la question de omnivore, en tout cas, nous, elle n'est pas justifiée à notre sens. On pense qu'on peut très bien vivre sans les manger et que le critère de limite de qu'est-ce qu'on mange est pas du tout rationnel et très culturel. Mais en tout cas, là, au-delà de ce que l'on mange aujourd'hui, l'émission, c'est vraiment ceux aussi qui viennent en aide aux animaux qui sont dans le besoin, et c'est vraiment le but. Et merci à Julien, notre éleveur du Pays Basque, et qui a porté la parole des éleveurs à l'antenne. Et avec moi, vous savez que vous l'aurez toujours, cette parole. Merci aussi à Sarah. Je voudrais aussi que Verena, de la ferme des Rescapés, apporte l'eau à son moulin sur ce sujet qui part un peu en débat et sur d'autres parties. J'aimerais encore quelque chose ajouter parce que avec tous ces débats des éleveurs, etc., nous on prend des animaux des éleveurs qui sont sinon à l'abattoir, mais on a aussi beaucoup de maltraitance des particuliers. Simplement, tous ces chevaux que nous recevons, ils ont été la propriété d'un cavalier, d'une cavalière qui les exploite, et quand ils ont les tendons déchirés, ils vont les amener à l'abattoir. Et votre débat sur je mange un animal ou je mange pas un animal, vous avez vu, ce ne sont pas les petits éleveurs que nous attaquons. Vous avez vu cette usine où les vaches, les lapins, les poules sont enfermés toute leur vie, où les trucs peuvent pas se tourner toute leur vie parce que vous avez envie de manger un jambon. C'est pas une question de culturel ou des trucs comme ça, c'est une question de barbarie et d'une misère et d'une maltraitance qui est incroyable et qui accroît les moutons qui sont transportés vers les bateaux à Libanon. On les jette dans l'eau quand le bateau coule, les survivants on les tue sur la plage, etc. Ils s'étouffent dans les camions. Maintenant vous avez mis une pensée à ces animaux dans les camions vers l'abattoir quand il y a des bouchons sur les frontières parce qu'il y a trop de vacanciers partout qu'ils souffrent, on leur donne pas de l'eau. C'est ça la maltraitance et c'est ça la réalité et qui accroît parce qu'il n'y a aucune diminution. Vous comprenez, c'est ça le sujet. Nous sommes coupables de soutenir tout ça et c'est pas une question que j'aime bien manger, c'est une question de barbarie que nous continuons. Et moi, je suis tellement confrontée avec la souffrance de tous ces animaux. Et on a pratiquement 1000 animaux de toutes les races
ici, soit vache, et c'est toujours une immense souffrance derrière ces animaux. Et je vois aucune amélioration chez le particulier. Au contraire, ils sont complètement indifférents, etc. Verena, je ne partage pas complètement. J'ai l'impression quand même qu'il y a une sensibilisation qui est de plus en plus actée sur la façon dont la population prend en compte la souffrance animale. Sur Facebook peut-être, madame, sur Facebook. Non, pas sur Facebook. Je vous donne mon téléphone une journée et toutes les personnes qui me disent ils laissent le chaton sécher si je ne le prends pas. Toutes les personnes qui veulent se débarrasser de leur chien et qui me disent ils vont le mettre à l'autoroute si je ne le prends pas, etc. Moi, je pas tous les jours, on vous appelle pour ça. J'ai 25 appels comme ça par jour. Chaque jour. Vous me faites froid dans le dos, et moi qui pensais, et d'ailleurs Amadeus, vous aussi, vous avez la sensation que la société va mieux. Non, Verena nous dit non, ce n'est pas vrai, venez vivre mon quotidien, on continue à m'appeler, on continue à vouloir étouffer les chatons, on continue à... Quand on est confronté, on voit pas l'évolution, on a trop la tête dans le guidon, mais personnellement, moi ça fait 20 ans que j'ai vraiment changé mes représentations sur ces questions, et il y a eu une évolution mais très très forte, et la considération des animaux est en train de se mettre en place. C'est sûr que ça prend du temps, c'est pas tout de suite, mais on y va et la société y va. On va devoir malheureusement conclure ce sujet passionnant, s'il en est, pour sauver les animaux, les rescapés, faire en sorte que on les considère mieux et qu'on les traite beaucoup mieux. Merci beaucoup à Verena. Je sais qu'il y avait tellement de choses à dire, Verena, vous qui avez créé la ferme des rescapés. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Vous êtes situé à Cassagne, dans le département 46. Merci aussi à vous, Amadeus Humanimal, fondateur de l'association Futur. On vous retrouve sur Internet, donc on peut facilement rentrer en contact avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être intervenus sur la page Facebook de Sud Radio, où il y a eu beaucoup d'associations qui ont été mises en avant et tout. Je peux pas toutes les citer. Je vous invite donc à aller sur la page Facebook de Sud Radio pour récupérer sur le fil des commentaires toutes les adresses qu'on vous a données. Quant à nous, on va dans quelques instants aller se poser un peu, et on va changer de sujet. La transition va être compliquée. On va aller dormir sur un bateau ou dans une pyramide. C'est le projet un peu fou du Maberug. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux dont le quotidien ressemble à un petit nuage d'amour, entouré d'une bulle de bienveillance et de respect. C'est super. C'est super en attendant à tous les autres qui trouvent que le quotidien, c'est pas assez bien pour être cher. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Comme les 6 sachets de Chips Nature Bouton d'Or, une marque Intermarché à seulement 1,24 €. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 6 x 30 grammes, soit 6,89 € le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio Corté. 99.6. Sud Radio. Alain Afflelou présente 1, 2, 3, 3 paires aux bons élire ou sortir pour le plaisir ou pour offrir. cet été, Chin Chin d'Afflelou, c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. La 3e, c'est pour vous ou qui vous voulez avec la carte cadeau Alain Afflelou. Offre valable jusqu'au 31 août, voire conditions en magasin. Dispositif médical. Demandez conseil à votre opticien. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044. 3044. Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044. 3044. Et l'appel est gratuit. Carglass répare, Carglass remplace. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et merci d'être en notre compagnie sur ces routes de l'été avant midi. Pour la table de l'été, je vous emmène en Bourgogne. On va s'arrêter sur la table de Léon. C'est une table d'hôte du célèbre et légendaire Clos Vougeot. Mais pour l'heure, et avant de nous arrêter déjeuner, vous allez me dire c'est pas l'heure de la sieste. Non, mais il va falloir quand même la préparer tout autant que la nuit prochaine où vous allez peut-être dormir dans un bateau ou dans une pyramide.
Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et je vous emmène aujourd'hui à 20 minutes de Perpignan. Nous sommes à 2 pas de la Méditerranée, vous le connaissez bien, on n'est pas loin de l'Espagne. Attention, je vous emmène pas à la découverte d'un hôtel classique. Ici, vous pouvez dormir dans un bateau, dans une pyramide ou même dans un cocon. C'est un endroit qui m'a été trouvé par mon petit doigt de la main gauche. Il s'agit de Colin, l'un de mes jeunes stagiaires journalistes qui travaille d'arrache-pied. Je peux vous dire que je suis une esclavagiste. Bienvenue au Mas Berrugues. C'est un lieu unique imaginé par Karine et son mari. Bonjour Karine. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, ça va. Alors, de vous avoir un ami. Nous sommes ravis aussi. Karine, parlez-moi déjà de l'origine et de l'histoire de votre lieu, le Mas Berrugues. C'est d'abord une histoire de famille. Exactement. Du coup, c'est le mas familial de la famille à mon mari, Cyril, qui a grandi du coup sur le mas. Et l'idée pour nous, c'était de revenir et de pouvoir créer des hébergements qui permettent aux gens de se ressourcer, parce qu'on a une vue quand même qui est assez sympa entre Canigou et mer Méditerranée. Donc voilà. C'est un endroit qui est assez incroyable. On peut évidemment s'y retrouver. On est à Belesta, B-E-L-E-S-T-A, dans le 66. J'aimerais avoir... Pardon ? Exactement, oui. Vous avez commencé il y a combien de temps à créer ce mini camping, pas comme les autres ? Alors, on a commencé en 2021 avec le Dôme, du coup. Juste après la Covid. Est-ce que d'ailleurs cet épisode Covid que nous avons tous connu a accéléré votre désir ou vous aviez commencé bien avant ? On avait commencé à réfléchir un petit peu le projet, mais en fait, nous, ce qui nous a également décidé, c'est qu'à ce moment-là, j'étais enceinte, donc c'était aussi le souhait de changer un petit peu notre quotidien. Vous avez commencé par le Dôme, dont vous venez de nous parler. Là, après, on va parler dans quelques instants de la pyramide, d'un cocoon, d'un bateau. Pourquoi des hébergements aussi atypiques ? Pourquoi le Dôme, déjà ? Il s'est passé quoi dans votre tête ? L'idée, c'était de lancer l'activité, voir également si ça allait fonctionner, parce que toutes les personnes qui venaient sur le mas nous disaient qu'on avait une vue formidable et que c'était dommage de ne pas en faire profiter justement les autres. Et le Dôme est venu sur un coup de tête un petit peu au départ pour voir si ça a fonctionné. Voilà, vous avez maintenant avec votre mari Cyril, alors après on a la pyramide, revenant d'un voyage en Égypte ou bien ? Pas du tout. En fait, on a un ami proche qui est ferronnier, donc avec mon mari, ils ont eu le projet ensemble et ils ont tout rassemblé sur place du coup en 2022. Et vous avez aussi un bateau. Vous avez, pour le coup, c'est assez intriguant. On peut voir tout ça sur votre site internet mas-berrugues, BE2RUGUES.fr. Un bateau qui est posé sur la terre et c'est pas un gros bateau, hein? Non, c'est un petit bateau du coup qui fait 5 mètres de long. Donc il y a la possibilité soit de dormir en intérieur, soit en extérieur avec le matelas du coup à la Belle Étoile. Waouh! Ça c'est des nouveautés du coup 2025 avec le cocon qui est on va dire la petite sœur de la pyramide. Le cocon c'est vraiment un espace sur une terrasse suspendue du coup dans les arbres. Et du coup, à l'intérieur, vous avez simplement l'espace du lit qui permet vraiment de voir directement les étoiles. Alors évidemment, j'imagine que dans le bateau, il n'y a pas de salle de bain. On est sur un camping, donc on a des sanitaires communs ? Alors, les sanitaires ne sont pas communs, ils sont propres à chaque logement. Chacun a sa douche solaire et ses toilettes sèches. Ok, donc on est vraiment en plus sur une philosophie sur cet endroit. L'intérieur, par exemple, du bateau, je dors où ? À l'intérieur, du coup, il y a deux petites banquettes qui sont à l'intérieur. Et l'idée, dans tous nos logements, c'est de surtout pouvoir profiter de l'extérieur, pouvoir profiter de la nature et avoir un espace après pour pouvoir dormir pour la nuit et admirer les étoiles. Oui, parce que on va en parler maintenant. Il y a ces hébergements atypiques, un dôme, une pyramide, un bateau, par exemple, un cocon. Mais on a aussi 5 hectares de nature. C'est un domaine qui est assez incroyable. Qu'est-ce que vous proposez d'ailleurs à ceux qui viennent dormir chez vous ? Alors, du coup, nous, on propose ce qui est restauration pour le soir, planche de charcuterie, planche dessert et petit déjeuner, qu'avec des produits locaux ou maison même. Et après, on a pas mal de choses qui peuvent se faire à partir du mas, comme on a pas mal d'itinéraires de randonnée, des massages qui peuvent se faire en extérieur, parce que c'est quand même une expérience qui est
incroyables et qui changent de l'institut classique. Et après, des balades en voiture également au départ du MAS ou en VTT aussi. Ça coûte combien une nuit chez vous? Est-ce que le prix diffère selon que je peux avoir le choix entre le bateau, entre la pyramide, entre le dôme? Oui. Alors, il y a des petits écarts de prix entre chacun. On commence à 80 € du coup avec le bateau et on termine à 130 € avec la pyramide. Et il faut réserver longtemps à l'avance. Vous avez un gros succès depuis 2021? Alors, j'ai une clientèle qui est quand même assez locale, donc c'est vrai que les week-ends sont pris assez rapidement. Et après, tout dépend du temps et du moment, mais on peut trouver des disponibilités, oui. Voilà, vous n'hésitez pas, ça s'appelle le mât Berrugue. Vraiment, c'est un endroit qui est vraiment joli. Alors évidemment, on est dans le 66. Vous êtes touchés, vous aussi, par la sécheresse, la canicule. On va rappeler à tous ceux qui vont aller chez vous en vacances, chez vous au mât Berrugue, mais aux alentours, d'être extrêmement prudents pour ne pas redéclencher d'autres incendies et de protéger la nature. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Karine Sastre, co-gérante du mât Berrugue, B-E-2-R-U-G-U-E-S, que vous trouvez sur Internet avec ses hébergements atypiques, dormir dans un bateau, dans une pyramide, dans un dôme ou dans un cocon. N'hésitez pas à aller les rencontrer et les découvrir. À suivre, eh bien, on va quitter ce beau département où se situe Bélestat, c'est la ville où se situe le mât Berrugue, et on va remonter direction la Bourgogne, au Clos Vougeot, où l'on va s'arrêter sur la table de Léonce, la table d'hôte. On va manger donc. Il est midi moins le quart. Un peu tôt quand même. Oh, mais ça va le faire. Évidemment, et jusqu'à 13h avec un super rendez-vous sur notre dossier de l'été que je vous propose à midi. Et il va vous concerner si vous aimez jouer à la pétanque. Vous aimez jouer à la pétanque, que ce soit juste comme ça, le week-end avec les copains, l'été évidemment, ou vous êtes plutôt un féru, voire un compétiteur de pétanque. Venez nous rejoindre au 0800 26 300 300. On va parler de cette pétanque qui devient de plus en plus un véritable sport à la mode. Les plus jeunes s'inscrivent dans les clubs et vous, allez, on va se détendre un peu, on va entendre les cigales, on va être dans le sud. Et non, Laurence, car il n'y a pas que dans le sud que l'on joue à la pétanque. Moi, j'ai des amis à Lille qui sont des vrais passionnés. Allez, rendez-vous donc 0800 26 300 300. Venez nous dire si vous aimez la pétanque et pourquoi. Sud Radio, la table de l'été. Mais tout de suite, eh bien, on en profite pour s'arrêter au Clos Vougeot, qui propose une table d'hôte, même en plein été. Je vous emmène en Bourgogne, dans ce lieu où l'histoire du vin se mêle à celle de la gastronomie française. Ce Clos Vougeot, qui est situé au cœur des vignes. La table de Léonce, c'est la table d'hôte qui nous promet entre autres un voyage gourmand entre terroir, grands crus et recettes mythiques. Bonjour Arnaud Orcel. Bonjour Laurence. Vous êtes intendant général de la confrérie des chevaliers du Test-Vin. Et vous êtes aussi le directeur général, entre autres, d'une société, évidemment, du château du Clos Vougeot. Pour commencer, Arnaud, décrivez-nous un petit peu l'ambiance actuelle du Clos Vougeot et particulièrement de la salle à manger où se tient la table de Léonce. Eh bien, en ce moment, au château du Clos Vougeot, je dirais que les touristes sont au rendez-vous. Ils viennent visiter ce château qui date du XIIe siècle, qui a été construit par les moines de Cîteaux. Et dans l'aile Renaissance, qui date de 1551, il y a la salle à manger. La salle à manger qui était la salle à manger du père abbé de l'abbaye de Cîteaux. Et on a installé dans cette salle à manger des tables longues qui vont permettre de déguster quelques spécialités bourguignonnes. Alors évidemment, on est au 13 août. Je vais faire une petite parenthèse viticole. Vous me connaissez, je ne peux pas me refaire. Les vendanges s'annoncent plutôt bien ? Ah oui, on a un millésime là qui est un peu précoce, mais qui s'annonce très bien. Il y a une belle sortie de raisin au moment de la fleur. La véraison s'est bien passée et maintenant, je dirais qu'il ne reste plus qu'à garder quelques rayons de soleil pour parfaire la qualité du raisin et monter les sucres, et on pourra vendanger, je pense, tout début septembre. Ouais, ça va venir vite. Le Clos Vougeot, on est tout à côté évidemment de petits villages qui portent le même nom, et on est sur cette jolie route qui va de Dijon pour descendre du côté de Nuit-Saint-Georges. C'est ça, c'est la Côte de Nuit. On retrouve les villages de Gevrey-Chambertin, Chambol-Musigny, Vaune-Romanée, enfin des noms qui font un peu saliver. Oh, pas que. Qui font aussi beaucoup rêver, et bravo aussi à tous les vignerons, et une parenthèse particulière bien sûr pour nos vignerons de l'Aude. On les a reçus hier pour parler du fait de les aider à acheter du vin de Bourgogne, mais surtout acheter du vin de l'Aude en ce moment. Je vais me faire taper sur les doigts, moi, par Arnaud Orcel. Arnaud, revenons sur la table de Léonce. Qui était Léonce Boquet ? Pourquoi vous lui rendez hommage aujourd'hui à
travers cette table d'hôte? Alors Léonce Boquet, il faut savoir que c'était un des propriétaires du château du Clos de Vougeot à la fin du 19e siècle. C'était un personnage assez haut en couleur, qui était assez fortuné et qui a restauré le château, qui avait été laissé un petit peu à l'abandon pendant une trentaine d'années. Il a fait beaucoup de travaux, il l'a rénové, il en a fait un bâtiment relativement moderne pour l'époque, avec chauffage central, avec des cuisines extraordinaires, et il recevait beaucoup. Il est un petit peu tombé dans l'anonymat au fil du temps, et puis on s'est dit que grâce à lui on avait la chance d'être présent dans ce beau château et de bénéficier de ce lieu tout à fait incroyable, et donc on lui rend hommage à travers cette table d'hôte qu'on propose maintenant depuis 3 ou 4 ans, juste après le Covid. Exactement, et là cette année particulièrement vous célébrez les 200 ans de la physiologie du goût, signé Bria Savarin. Alors Bria Savarin, évidemment ça va résonner dans beaucoup de tête, ne serait-ce que sur ce plateau de fromage exceptionnel, mais pas seulement. C'est ce qui vous a inspiré ce menu hommage? Oui, en fait, en effet, Bria Savarin, avant d'être un fromage, c'était un personnage assez incroyable, qui a vécu la Révolution française, qui a été député de la Constituante, qui a été émigré aux États-Unis, qui a été prof de violon, qui a été magistrat. Il faut vraiment découvrir ce personnage, et on a décidé de le célébrer tout au long du millésime 2025, à travers une exposition qui s'appelle Bria Savarin ou la naissance de la gastronomie. Et évidemment, on a demandé à notre chef Alexandra Bouvray de préparer des recettes qui ont été proposées dans cette physiologie du goût, qui est un livre absolument indispensable qu'il faut lire. Bria Savarin, c'est celui qui a écrit Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà, c'est ces petits dictons qu'on connaît tous, mais voilà, c'est lui qui en est à l'origine. Alors parlez-nous des plats que vous servez sur cette table de Léon, cette table d'hôte du Clos Vougeot aujourd'hui. Alors en ce moment, on a évidemment, Bria Savarin avait sa mère qui s'appelait Aurore Récamier, et il est un pâté assez mythique qui s'appelle l'oreiller de la Belle Aurore. Et alors l'oreiller de la Belle Aurore, normalement c'est 13 viandes différentes avec du gibier, etc. C'est plutôt un plat qu'on sert au moment de l'ouverture de la chasse. Donc nous on l'a adapté avec la belle Alexandra qui est notre chef, et qui donc décline un pâté croûte avec des pistaches, de la truffe d'été, des choses tout à fait délicieuses. Donc ça c'est en général. C'est pas gentil de me parler de ça à 11h53, moi j'en peux plus déjà. L'oreiller de la Belle Aurore ou l'oreiller de la Belle Alexandra, c'est pas la forme du pâté croûte que l'on connaît en longueur, c'est vraiment comme un oreiller, c'est comme un coussin. C'est ça. Alors le vrai fait plus de 13 kilos, donc il faut être un certain nombre pour pouvoir le déguster. Mais là on en fait un petit peu plus réduit, et puis parallèlement à ça, donc on est en train de travailler, on travaille la truite locale dans un soufflé à mi-chemin entre le soufflé et la quenelle, et une sauce Nantua. Donc là, on est sur des plats vraiment traditionnels de la cuisine française, avec évidemment cette sauce aux écrevisses qui est préparée, je dirais, depuis les petites pâtes qui sont grillées jusqu'à voilà la mise en bouche qui va arriver là juste après. Évidemment des jolis vins de Bourgogne. On s'adapte à chaque plat. On propose un vin blanc ou un vin rouge, pinot noir ou chardonnay d'un joli village. Donc voilà, moi aussi je salive là. Là j'en peux plus. Là je ne vais pas vous dire que je vous hais parce que ce ne serait pas vrai, Arnaud Orcel. Mais alors qu'est-ce que vous me donnez envie d'aller m'arrêter sur la table d'hôte de Léonce, la table de Léonce du Clos Vougeot. Il faut réserver, j'imagine, à l'avance. Oui, alors c'est assez simple en fait, parce qu'on cool. On a sur le site claudevougeot.fr un petit système en ligne qui permet de réserver, ça permet de voir à quel moment il y a des places qui sont disponibles. On peut soit être dans la salle à manger, soit dans la petite cour de la cuverie qui est absolument formidable. On se plonge au milieu du 15e siècle, au milieu des pressoirs gigantesques du château. Ça permet de visiter le château, de replonger dans l'histoire, et puis voilà, dans ce
cette année, on fête les 10 ans de notre classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est vraiment le moment de venir nous voir. Ouais, on est en Bourgogne, la belle Bourgogne, et c'est vrai que ce château du Clos Vougeot, y compris de par son histoire et la visite que l'on peut en faire, j'aimerais qu'on détaille un petit chouille quand même. Je sais qu'il y a des pièces historiques, par exemple, que l'on peut voir en ce moment, des pièces de cuisine historiques. Vous me racontiez quand on a préparé cette émission, une cocotte minute. Oui, alors en fait, pour cette exposition Brillat-Savarin, j'ai eu la chance de me rendre dans la gentilhommière de Jean-Anthelme Brillat-Savarin, qui se trouve au-dessus de Belay, dans le Bugey, et on a pu emprunter à la famille qui est propriétaire de cette jolie maison une cocotte en fonte qui est, j'allais dire, l'ancêtre de la cocotte minute, puisque Brillat-Savarin avait imaginé ce système de cocotte avec un couvercle très lourd qu'on pouvait lutter, c'est-à-dire mettre une petite pâte de pain autour et puis faire cuire au four. Ça permettait de monter la pression, et dans la physiologie du goût, il explique que on cuit en 6 à 7 fois moins de temps qu'en cuisson normale, et on économise du charbon, et ça c'est pas rien. Ils étaient déjà très écologiques, hein. Voilà, exactement. Et puis, parallèlement à ça, au château du Clos Vougeot, on a des très jolies cuisines Renaissance, et on les a mis à la mode début 19e, avec une table dressée, des truffes. Il y a même un lièvre qui est là, qui attend à être préparé en civet. Enfin, on peut imaginer différents trucs tout à fait gourmandes que les visiteurs vont pouvoir voir. Et puis l'exposition qui relate donc l'histoire de ce personnage tout à fait intéressant. Et puis pour tous ceux qui vont venir vous voir aussi, peut-être pour certains pour la première fois en Bourgogne, l'occasion aussi de découvrir cette région dont on parle beaucoup mais qui le mérite. Et en l'occurrence à travers les vins du Clos Vougeot, mais pas seulement, il y a tous les climats de Bourgogne à les rencontrer. Et moi, c'était une pause que j'avais envie de faire, Arnaud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir, Laurence, à très bientôt en Bourgogne ou ailleurs. Voilà, juste une dernière chose, on rappelle que la table de Léonce est ouverte toute l'année maintenant. C'est ça, on est ouvert. Alors on est fermé le lundi. Alors le lundi, on peut, s'il y a des groupes constitués, on peut aussi réserver la table ou même la privatiser. Mais la table d'hôte est ouverte à l'année, et voilà, ça permet aussi de découvrir la gastronomie du château du Clos Vougeot, au-delà de ce qu'on fait habituellement, qui est plus notre savoir-faire, qui est des grands banquets, les réceptions. Et puis de visiter le château aussi avec des expositions régulières. Et là, c'est Brillat-Savarin en l'occurrence, mais pas seulement. Il y a toujours de grands moments à vivre du côté du Clos Vougeot. Merci beaucoup Arnaud Orcel d'avoir été à nos côtés. À très bientôt. Intendant général du Clos Vougeot, confrérie des chevaliers aussi du Test Vin sur Sud Radio dans la table de l'été. À suivre, et juste après le journal de midi, oui c'est cela, eh bien nous allons parler pétanque dans notre dossier de l'été. Et vous, pour vous, la pétanque, c'est quoi? C'est juste un loisir pour vous détendre, ou c'est carrément un sport de compétition? Je vous attends là-dessus, 0826 300 300. Prenons nos routes de l'été. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et merci d'être avec nous pour cette deuxième heure des routes de l'été. On va sortir le cochonnet, on va viser le carreau, on va parler de la pétanque, de plus en plus plus tendance que jamais. Fini l'image du jeu réservé aux après-midi d'été, quoique on aime bien quand même, protégée, faites-le sous les arbres. Elle se pratique désormais toute l'année, elle attire de plus en plus de jeunes, et on voit émerger de véritables stars comme Dylan Rocher. Vous qui aimez la pétanque, venez en parler avec nous au 0826 300 300. C'est Zach qui vous accueille au standard et qui est avec nous toute cette semaine pour les routes de l'été. Juste après avoir parlé de la pétanque, est-ce que pour vous c'est juste un loisir? Est-ce que vous aimez y jouer à tel point que vous allez devenir professionnel, ou tout du moins vous êtes plutôt pour que ça devienne aussi un sport olympique? Vous n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vers 1h moins le quart, on va partir sur les sentiers de l'été, un petit peu avant d'ailleurs, et je vous propose une escapade au cœur des Vosges. On va s'arrêter à la Ferme Aventure, premier parc aux pieds nus de France. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et puis juste après, on retrouvera bien sûr notre ami Rémi André avec ses escapades pour une nouvelle idée de dégustation estivale. On en parlera également avec lui en détail. Mais tout de suite, je vous attends tous au 0826 300 300. Est-ce que vous aimez jouer à la pétanque, loisir ou professionnel? Est-ce que vous êtes pour ou contre que cela devienne un sport olympique? Je vous attends au 0826 300 300. Sud Radio, le
Le dossier de l'été. La pétanque, on pensait d'ailleurs qu'elle était réservée aux vacances, aux apéros de bord de mer. Et pourtant, elle est en train de devenir un véritable sport tendance, avec des jeunes licenciés, des compétitions médiatisées et même des champions stars. Eh bien, on va en parler. Pourquoi la pétanque attire-t-elle de plus en plus de jeunes, Théo Ampaillac? Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, Laurence. Longtemps perçue comme un loisir de retraités, la pétanque connaît aujourd'hui un véritable retour en grâce auprès de la jeune génération. Selon la Fédération française de pétanque, parmi les plus de 300 000 licenciés, 4% ont moins de 21 ans. Une progression significative liée à l'introduction de la pétanque dans les programmes scolaires depuis 2015. Alors, qu'est-ce qui séduit ces jeunes? Eh ben, c'est l'accessibilité du jeu, comme nous l'explique dans le journal La Provence, Lucette Coste, présidente du comité PACA de pétanque et du jeu provençal. Elle nous dit, des jeunes s'y mettent parce qu'ils voient les grands jouer et c'est un moyen de participer avec eux. Il y a une véritable dimension transgénérationnelle. Le phénomène s'appuie aussi sur une image modernisée avec des retransmissions télévisées qui donnent de la visibilité au sport et surtout aussi peuvent créer des vocations. Les réseaux sociaux jouent également leur rôle dans le rajeunissement de la pratique. Les parties entre amis deviennent virales et montrent un sport convivial, fun et tendance. Merci beaucoup Théo. Et vous alors, c'est quoi pour vous la pétanque? Alors on va en parler entre autres avec Vincent Lepelletier. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Président de la société Les Pétanqueurs. Entendez évidemment cœur comme le mot cœur, le cœur qui bat. Mais juste avant de parler avec vous, Vincent, de cette tendance pétanque que vous vivez et que vous constatez régulièrement, je voudrais qu'on accueille tout de suite notre premier auditeur qui a composé le 0800 26 300 300. C'est vrai que la pétanque, ça cause à beaucoup de gens. Bonjour Robert. Bonjour Laurence, bonjour Vincent. Vous êtes situé où Robert? Marseille, évidemment. Évidemment. C'est-à-dire, Marseille, c'est la pétanque, c'est plus Marseille. Eh oui, je suis assez d'accord. Vous aimez la pétanque depuis longtemps? Ah oui, moi j'ai joué, je sais les morts maintenant. Et j'ai joué à l'âge de 7 ans, j'ai joué pendant une trentaine d'années à la pétanque. Et vous jouez plus là? Non, parce que je suis un peu plus âgé. Et je commence à avoir des difficultés. Disons que on est un peu plus fatigué, quoi. Parce que la pétanque, c'est sport. Hein. Ah oui. Voilà. Ouais. Votre génération, je ne vais pas vous demander votre âge, mais c'était plutôt la pétanque loisir ou vous étiez en club et vous faisiez de la compétition, Robert? Moi, c'était du loisir. Hein. Oui, mais on jouait pratiquement presque tous les jours à la pétanque. Hein. Chaque famille avait sa triplette dans le coffre de la voiture. Hein. Voilà, disons que puis c'était le moyen de se connaître avec les voisins, avec d'autres. Parce que quand tu partais en vacances, on jouait avec les autochtones, et voilà, c'est comme ça. J'ai même joué en Écosse. En Écosse? Oui, avec des Écossais. Et bon, c'était surtout plus de la détente. Et aujourd'hui, de voir que ce sport, puisque c'est un véritable sport, prend de plus en plus, ça vous fait quoi? Moi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, il y a la compétition à Marseille, la Marseillaise qui se joue tous les étés à Marseille. Il y a énormément de monde, énormément. Beaucoup de jeunes. Et j'ai remarqué aussi beaucoup de femmes. Ça, c'est nouveau? Il y a beaucoup de plus de femmes qui jouent à la pétanque. Et puis, sérieusement, parce qu'avant, moi, quand j'étais jeune, la femme, disons, elle remplissait le trou. Il manquait quelqu'un, on prenait une femme. Ah oui. Voilà. Alors que maintenant, on vous met votre volet. Hein. Maintenant, vous êtes Fanny. Non, mais il y a des compétitions femmes maintenant. Hein. Restez avec nous, Robert, parce que j'aime beaucoup votre témoignage et je vais revenir vers vous parce que je trouve que la pétanque, c'est effectivement, d'abord, c'est ce patrimoine français aussi, pas que, parce qu'on joue aussi dans le monde, mais particulièrement pour Marseille, bien sûr, mais pour toutes les autres villes de France. Alors, Vincent Lepelletier, vous qui êtes président de la société Pétanqueurs, alors le mot cœur, évidemment, amour. Là, pour le coup, vous devez vous régaler, boire du petit lait quand on entend Robert. Bien sûr, parce qu'effectivement, la pétanque, c'est un sport de partage, de convivialité. Et puis, comme le disait très justement Robert, il y a quand même un énorme engouement pour la pétanque depuis une dizaine d'années, à tel point que la pétanque est sortie, je dirais, du cadre
je dirais, uniquement convivial et populaire. Et estival. Exactement, pour être très prisé par les entreprises, pour toutes les valeurs qu'elles représentent, et notamment le côté que chez nous, les pétanqueurs, on a énormément travaillé, qui sont effectivement les valeurs de la pétanque, et qui permettent d'être transmises au sein des événements que nous créons pour les entreprises. C'est quoi les valeurs de la pétanque? Quelles sont-elles? C'est des valeurs évidemment de convivialité, de partage, et puis la grosse force de la pétanque, c'est son accessibilité. Comme le disait Robert, les femmes avant étaient entre guillemets mises à la place d'un joueur qui manque. Aujourd'hui, elles sont partie prenante en fait du jeu totalement. Elles apportent justement ce côté féminin qui est tout en douceur, mais qui est également tout en précision. Parce que la pétanque, c'est ça sa grosse force, c'est qu'elle est facilement accessible physiquement, financièrement. On peut jouer partout. Les règles sont très simples, et c'est surtout aussi, comme l'évoquait également Robert, je suis désolé de reprendre à chaque fois ces phrases, mais la transmission, l'intergénérationnalité, le souvenir qu'on avait pendant les vacances à jouer avec ses grands-parents qui nous ont appris la pétanque aux petits-enfants et qui tout d'un coup font que la pétanque, c'est tous ces souvenirs de vacances, mais pas uniquement. Alors, dans les valeurs qu'on peut partager, c'est bien entendu le respect des règles du jeu, le respect des partenaires de jeu, de ceux qui sont dans la même équipe que vous, et puis le respect de ses adversaires. Donc le respect, c'est quand même une valeur essentielle de la pétanque. On y travaille également la précision, l'équilibre, mais également l'humour, et puis un petit peu la gouaillerie, tout ce qui va être l'aspect un peu, tu vas voir le carreau que je vais faire, regarde ça, et puis on le réussit, et là c'est l'explosion. Donc la pétanque, c'est avant tout des émotions primaires qui sont exprimées de façon très spontanée, et puis si on le loupe, voilà, on fait le canard, quoi, et puis les autres se moquent. Donc ça apprend aussi un peu à relativiser, à garder de l'humilité. D'ailleurs, vous verrez les grands champions, on parlait tout à l'heure de Dylan, qui est un copain que je salue, mais qui n'est pas le seul, hein, tous les grands champions qu'on a en France, Henri Lacroix, Marc Foyot, il y en a énormément. Et donc, tous ces grands champions, en fait, sont d'une humilité absolument époustouflante quand ils réussissent un coup, et leur explosion de joie ne se fait que lorsque le dernier point est tombé. Donc, allez-y, pardon. Non, c'est que c'est hyper technique. Hein. Moi, je joue à la pétanque avec les copains, mais je suis pas une grosse joueuse, et quand je vois certains de mes amis qui sont, mais c'est hyper technique, c'est-à-dire qu'il y a une précision dans le geste. Quand on voit qu'ils font des carreaux, quand ils m'enlèvent ma boule, je suis énervée, mais je trouve que c'est très technique. Vous, Robert, qui est avec nous, et puis on a pas mal de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Robert, c'est hyper technique ce sport. C'est pas juste je balance une boule, quoi. Non, c'est très technique. Moi, je pointais, parce que j'étais pas assez bon pour tirer. Je te dis que je tirais, j'arrivais à faire des carreaux, mais j'étais pas assez régulier. Parce qu'il faut être régulier pour être un bon tireur. Et c'est ça qui fait la beauté de la pétanque. C'est que des gens, moi j'ai eu des joueurs qui vous faisaient 9 carreaux sur 10. Hein. Voilà, c'est ça qui est beau dans le geste. Et puis c'est comme il disait votre invité, la convivialité, et puis on a tous peur d'être Fanny, comme disait. Il y a beaucoup de réactions pour notre dossier spécial pétanque aujourd'hui dans les routes de l'été sur Sud Radio. On a Nathalie qui fait « Oh, tu pointes ou tu tires », ça c'est la page Facebook de Sud Radio. On a la meilleure nation en pétanque, nous dit Stéphane, c'est la Thaïlande. C'est la Thaïlande, c'est vrai. Eh ouais. Il y a des gros connaisseurs aussi, hein. Ça tourne tous les ans, hein. Oui, mais enfin, en ce moment, c'est la Thaïlande. Dites donc, le drapeau bleu-blanc-rouge. On sait qui a créé la pétanque, d'ailleurs. Robert, vous avez une idée de l'histoire de ce sport incroyable? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai joué... Je peux vous donner une réponse là-dessus. Oui, Vincent. Je peux vous donner une réponse là-dessus, si Robert n'a pas l'information. En fait, la pétanque a été créée en 1907 à La Ciotat, donc à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Et en fait, elle a été créée pour une personne handicapée. Alors, autrefois, avant 1907, on jouait à la Provençale ou à la Longue, qui sont des terrains beaucoup plus longs, qui font 20 à 25 mètres de long, et on jouait avec des boules beaucoup plus grosses et plus lourdes. Sauf que, il y avait un garçon qui s'appelait Jules Hugues, son surnom c'était Le Noir, et en fait, il pouvait plus jouer parce qu'il était perclus de rhumatisme, donc il était handicapé, et pour jouer à la Longue, il fallait prendre 3 pas d'élan, être
sur une jambe et lancer la boule. Les boules roulaient, elles ne tiraient pas parce qu'à cette distance c'était très difficile de tirer. En revanche, comme lui ne pouvait plus effectivement c'est prendre des pas d'élan, ses copains lui ont dit écoute Jules, ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer un cercle au sol, on va jouer louper-tanker, c'est-à-dire les pieds joints, les pieds ensemble dans le cercle, de façon à ne pas prendre cette course d'élan. On va diminuer les boules, diminuer la taille des terrains, donc un terrain de compétition aujourd'hui ça fait 4 mètres par 15, et on va pouvoir jouer tous ensemble, louper, tanker. Donc ça, c'est en 1907. Et en 1910, toujours à La Ciotat, est né le mot pétanque au cours d'un tournoi qui se déroulait dans un endroit qui s'appelle le berceau de la pétanque, qui existe toujours, qui est toujours à La Ciotat. Et c'est comme ça qu'est née la pétanque. Vincent Lepelletier, qui est, je vous le rappelle, président en tout cas de cette société Les Pétanqueurs et docteur S Histoire de la pétanque. Merci d'avoir mon ami Jamel qui réalise cette émission, qui était comme moi tout oui et qui hochait un peu de la tête. Merci de ce moment. On va revenir sur ce sujet de la pétanque dans quelques instants, si vous le voulez bien. Juste, je voudrais vous rappeler, selon la Fédération française de pétanque, parmi plus de 300 000 licenciés, on a 4% qui ont moins de 21 ans. C'est une vraie progression significative. Pourquoi les jeunes, partout en France, puisqu'on a aussi des clubs de pétanque sur les Hauts-de-France, à Strasbourg, en Bretagne, en Normandie, pourquoi les jeunes reviennent de plus en plus à la pétanque en termes de sport, puisqu'ils s'inscrivent en club? On en parle aussi, puis on parlera aussi de ce que vous proposez aux pétanqueurs pour les entreprises. On reviendra sur les valeurs que cette pétanque amène quand vous les amenez dans des entreprises pour, j'imagine, fédérer les équipes, entre autres, mais pas seulement. À tout de suite sur Sud Radio. Je sais pas si Robert veut rester avec nous, mais c'est un vrai bonheur. Il a fait le 0826 300 300, notre Marseillais. Vous pouvez rester avec nous pour continuer à parler de la pétanque si vous le voulez sur Sud Radio. À tout de suite. Et nous continuons évidemment à parler de la pétanque. Oui, c'est le dossier de l'été au mois d'août. Comment ne pas parler de cette pétanque avec notre invité qui est avec nous, Vincent Lepelletier, président de la société Les Pétanqueurs. Entendez cœur, non pas comme un arnaqueur, mais cœur, quoique un arnaqueur, ça marche aussi si on met le mot cœur à la place. Le cœur avec celui qui nous fait vibrer. Et puis nous étions avec Robert, joueur de pétanque marseillais s'il en est. On va revenir évidemment avec vous, Vincent Lepelletier, pour nous parler de cette société, de ce que vous amenez auprès des entreprises. Robert, aujourd'hui, je voulais annoncer, on a 4% des 300 000 licenciés et qui ont moins de 21 ans. Ça veut dire que la pétanque a un très bel avenir devant elle. Ah oui. Mais je m'en réjouis, C'est très bien parce que comme ça évite les jeunes d'être sur les réseaux sociaux. Déjà, ça les évite. Comme ça, ça leur donnera plus de temps de se consacrer à l'amitié, à la convivialité. Et au partage, quoi. C'est ça, C'est ça qui est important. De la pétanque, c'est le partage. C'est le partage. Et vous confirmez, Vincent, que les entreprises qui font appel à pétanqueurs, parce que comment ça se passe du coup? Vous venez vous installer un terrain de pétanque éphémère? Oui, tout à fait. On installe un terrain de pétanque. Alors, soit le terrain de pétanque, c'est du synthétique. Donc, en fait, on déroule une moquette, on dresse un cadre autour de tout ça et on joue avec des boules synthétiques qui font le même poids, 680 grammes en l'occurrence, et le même diamètre, 74 mm, que des boules métal. Et on peut jouer sur toutes les surfaces, que ce soit un parquet, du carrelage, du béton, du marbre, du goudron, sur un parking, dans une salle de séminaire, sur un rooftop. On joue absolument partout. Et quand on a une surface qui se prête à jouer avec des boules métal, donc un sol en sable, en terre ou en gravier, à ce moment-là, on va toujours dresser le cadre et on va bien entendu jouer avec des boules métal. Mais le gros avantage, si vous voulez, c'est de transporter les valeurs de la pétanque au sein de l'entreprise, parce que là, pour le coup, on touche au cœur même de l'humain. On va apporter, bien entendu, de la simplicité, mais également de la stratégie, de la convivialité, on en parlait tout à l'heure, et puis aussi cette valeur de partage. On a vu, pour la création de la pétanque, c'est cette valeur fraternelle qui unissait les gens qui voulaient jouer à la pétanque alors qu'un de leurs collègues ne pouvait plus jouer. Et là, pour le coup, on a décidé de transporter tout cet esprit de partage au sein des entreprises en véhiculant ces valeurs. Et donc là, on va effectivement constituer les équipes, donner des noms aux équipes, élaborer les terrains avec les couleurs de l'entreprise. On peut absolument tout personnaliser chez nous, c'est notre grosse valeur ajoutée.
Et on va soit jouer en créant un tournoi pour que les gens puissent effectivement être dans ce qu'on appelle un team building, une construction d'équipe, un esprit d'équipe partagé, même s'ils vont être équipe contre équipe, mais ça n'empêche qu'au final, on reste sur quelque chose qui est extrêmement authentique. Je parlais tout à l'heure des émotions qui sont très facilement exprimées à la pétanque quand on réussit ou quand on loupe un coup. Et là, pour le coup, ces valeurs-là permettent de réunir les gens parce qu'on est sur un niveau primaire, je dirais, de réaction qui permet vraiment de donner à chacun une certaine forme d'expression. C'est un véritable icebreaker naturel. Et qu'on soit le président d'une entreprise ou qu'on soit un salarié, je dirais, même un stagiaire, voilà, qui peut très bien jouer face au président d'une grande entreprise. Et tout d'un coup, c'est le même pied d'égalité parce qu'on va se retrouver sur des valeurs, sur une sensibilité, sur des émotions. Et ça permet vraiment de changer les choses. Et puis on va faire un petit clin d'œil et merci à Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio de me l'avoir soufflé à travers cette page Facebook de Sud Radio. Et Stéphane nous dit pensez à Aurélie, la championne olympique de Boca, la Boca qui est un sport apparenté à la pétanque, et Aurélie Aubert qui a fait de la boccia exactement, qui devient ainsi la première femme sacrée championne de France de boccia dans sa catégorie. C'était le 13 juillet 2025. Enfin c'était c'est aussi ça les valeurs de la pétanque. Et je trouve que l'histoire est belle puisque vous nous expliquiez, Vincent Lepelletier, vous qui êtes président de la société Les Pétanqueurs, que la pétanque a été créée pour aider un de leurs amis qui était plein de rhumatisme et donc en situation de handicap pour qu'il puisse jouer. Et là, on a un très beau retour. Robert, on parle beaucoup de pétanque aujourd'hui parce que c'est notre dossier de l'été et moi ça me va bien. Vous avez des moments comme ça rigolos ou des anecdotes à nous raconter de ce que vous avez vécu vous avez joué à la pétanque pendant de nombreuses années, vous dit. Oui. Parce que vous savez, il y a toujours celui qui dit moi je suis plus fort que les autres. Vous allez voir, je vais voilà lever la boule. Et puis la boule, ça ne lève pas si facilement que ça. Voilà. Alors c'était quelquefois le rire général. Vous savez, il y a toujours des gens qui se croient plus forts que les autres, comme on dit. Mais enfin, c'est vrai que ça me manque, c'est vrai, parce que moi, je suis senior maintenant. J'ai plus les moyens de jouer sérieusement, mais ça me manque. Pas loin de chez moi, d'ailleurs, près du centre-ville de Marseille, il y a encore des boulodromes. Et oui. Oui, il y a des boulodromes dans le centre de Marseille. Et heureusement qu'ils les ont pas enlevés. Voilà, heureusement d'ailleurs. Voilà. Ah oui. Mais vous savez que j'ai des amis moi qui ont fait construire un boulodrome chez eux et on est en Île-de-France. C'est-à-dire que la pétanque c'est plus qu'universel, c'est présent dans plus de 150 pays dans le monde quand même. Ce sport créé à la Ciotat en 1907. C'est vraiment le langage universel en fait. En plus on n'a même pas besoin de parler la langue pour se comprendre. Ah oui. Et puis, vous vous souvenez de la fameuse partie de pétanque dans la trilogie de Pagnol. De Pagnol, oui. Oui. Là, où alors, le tramway s'arrête pour que les joueurs puissent mesurer le point. Ça c'est vraiment... C'est vraiment génial, c'est un truc, c'est une anecdote vraiment géniale. Et puis on a cette phrase célèbre qui restera dans toutes les mémoires, tu tires ou tu pointes. Tiens, mais on va poser la question à Rémi Greuillet sur Sud Radio. Rémi, on va vous retrouver dans le Morbihan, à Cléguer très exactement, et vous avez à Cléguer, pardon, en Bretagne. C'est ça, tout à fait. Dans le Morbihan, département 56 que je connais bien, j'embrasse Sylvain, il se reconnaîtra. Vous avez créé il y a un an un club de pétanque. Tout à fait, en fin de compte. J'ai toujours joué à la pétanque, moi, depuis tout petit, en fait. J'ai été champion de France, même en 97, en cadet. J'ai fait ce club-là parce qu'en fin de compte, d'aller de club en club, j'en avais un peu marre. Et puis, ma commune n'avait pas de club de pétanque. Je me suis dit, je me lance. Et du coup, je me suis lancé. Donc, il y a un an, ça marche très bien, en fin de compte. Et on est de plus en plus, on va dire, nombreux. Là, c'était la première année, donc on est une quinzaine. Et puis je pense que l'année prochaine, on risque d'être une bonne cinquantaine. Et puis voilà quoi. Et alors concrètement, ça fait un an, vous nous le dites déjà, 15 inscrits. Quels sont vos objectifs et parmi les 15 inscrits ou ceux qui vont peut-être avoir envie d'arriver en septembre, est-ce que vous avez des plus en plus jeunes ?
Alors en fait, moi je vais pas faire d'école de pétanque jeune parce que bon, faut déjà du temps, hein, parce que bien souvent faut faire des entraînements le mercredi ou choses comme ça. Moi avec le travail c'est compliqué, surtout que je suis chauffeur routier, je pars à la semaine donc j'ai que mes week-ends. Donc c'est plus compliqué pour s'occuper de jeunes. En fait, c'est bien pour quelqu'un qui a du temps, un retraité ou enfin quelqu'un qui travaille pas les mercredis pour pouvoir leur faire des entraînements et puis éventuellement s'en occuper le week-end. Moi pour l'instant c'est pas dans mes intérêts de le faire, on va dire. Mais pourquoi pas par contre trouver dans le club des gens qui pourraient être bénévoles, parce que les bénévoles c'est toujours dur aussi c'est très compliqué à trouver quoi. Et trouver éventuellement des bénévoles qui s'en occuperaient pour pouvoir les encadrer quoi. Ça il y aurait pas de souci. Hein. Ouais. Mais du coup ça veut dire quoi? C'est un club qui sera plutôt loisir en fait? Ah non, je suis licencié en fin de compte. Ouais. Non, c'est un club qui. Parce que vous avez été champion de France, c'est ça, quand vous étiez ado? Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné ce plaisir de la pétanque, cette passion au point d'en faire votre sport et de devenir champion de France? Eh ben en fait j'avais mes parents tout ça qui jouaient on va dire en vacances ou entre amis quoi, et j'étais tout jeune, j'avais 4-5 ans quoi, donc j'ai joué avec eux, ça m'a plu et puis j'ai jamais on va dire entre guillemets jamais arrêté quoi. J'ai arrêté un peu après l'adolescence parce que je faisais avec les copines, les sorties avec les copains et tout ça, donc du coup j'avais un petit peu lâché prise, puis j'ai repris un peu plus tard quoi, et puis je suis toujours aussi mordu quand même quoi. Voilà. J'adore. Restez avec nous, on a Mohamed aussi qui est avec nous au 0826 300 300. Je reviendrai vers vous, Vincent, président de la Société des pétanqueurs. Robert est toujours à l'écoute également. Voilà, la pétanque. J'aimerais bien que les filles appellent aussi. Dites donc, mesdames, vous la pétanque, ça ne vous parle pas? Vous n'aimez pas cela? Ou aussi venez en parler. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour à vos invités, aux auditrices et aux auditeurs. Alors on est passé avec Robert à Marseille, après on est passé en Bretagne, à Schléger, avec Rémi, président d'un club qui l'a ouvert il y a 1 an. Et là, vous êtes à Perpignan. Je les salue. Oui, je suis à Perpignan. Oui, je m'aperçois que la pétanque prend de plus en plus de l'ampleur et je m'aperçois qu'il y a des jeunes ados qui arrivent à la pétanque et c'est quelque chose de très convivial, surtout à cette époque-ci. Et puis, ça regroupe plusieurs générations. C'est à un moment donné, c'est quand moi, je fais pas mal de sport et à un moment donné, je pense que je viendrai à la pétanque où je jouerai beaucoup plus régulièrement parce que les sports que je fais peut-être ne seront pas adaptés par rapport à mon âge. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose de convivial. Et il y a de plus en plus de femmes qui arrivent aussi à ce jeu. Ah oui, complètement, c'est ce que nous disait aussi Robert, ou même je demandais à... Oui, tout à fait. Et vous-même, vous jouez ou pas, Mohamed? Je joue très peu. Bon, je pratique d'autres sports où je randonne beaucoup, je cours un petit peu, je nage. Donc, si vous voulez, pour l'instant, je joue de temps en temps vraiment. Quand j'ai la famille, je fais une partie ou alors entre copains de temps en temps. Mais c'est vrai que ça, je pense, au niveau licencié, il doit être en augmentation. Maintenant, de là que ce soit olympique ou pas, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on met un sport, on en enlève un autre? Il y a le pour et le contre. Je crois que ça doit être en fonction du nombre de licenciés au niveau de la fédération de pétanque. Ça doit on voit plus le jeu de boules. Par exemple, à la longue, le jeu de longue, on voit de moins en moins de monde jouer à ce jeu. Et les mairies s'y prêtent à faire des terrains de boules, ces rassemblements où ça occupe des gens d'un certain âge. Et puis pas que d'un certain âge. Jeunes. Et Mohamed, on a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent. Il y a plus, c'est plus réservé à un certain âge. En fait, c'est plus le sport des retraités. D'ailleurs, ça ne l'a jamais été. Je voudrais juste vous rappeler. Non, oui. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que quand même, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui ne peuvent plus pratiquer d'autres sports. Ils ont trouvé la facilité. C'est convivial, c'est à côté de la maison. On n'a pas besoin de faire des kilomètres. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent. Et des femmes qui arrivent à ce jeu. Ouais, puis on se réunit et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est un sport qui réunit et ça c'est vraiment à mon avis dans l'époque que l'on vit aujourd'hui
extrêmement important. Vous savez qu'il a été décrété sport de haut niveau en 2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et voilà, c'est un vrai sport. Alors moi, je le fais plutôt détente, mais j'ai mon ami Philippe et Marie qui ont fait un boulodrome chez eux. S'ils m'écoutent, ils sont du côté de Toulon, là. Eux, et si vous voulez, c'est du sérieux, la pétanque. Attention, ça rigole pas, Mais il y a très peu de sports qui rassemblent les gens comme ça, où il y a de la convivialité. C'est quelque chose qu'on est en train de perdre. Je veux dire, c'est peut-être vraiment quelque chose à apprendre aux jeunes. C'est se retrouver, partager le plaisir d'être, tout à fait. de partager quelque chose. Et ça, c'est en train de se perdre un petit peu. C'est comme un tas de choses de la famille. Et c'est très important. Je pense que ce jeu mérite qu'on lui fasse de la publicité. En tout cas, nous, on en parle sur Sud Radio pour nos dossiers de l'été, parce que comment parler de l'été sans parler de pétanque? Et je rappelle que la pétanque est un sport qui se joue toute l'année, n'est-ce pas, Rémi Greuillet, vous qui avez créé votre club dans le Morbihan, à Schléger? Ouais, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai même un concours officiel là réservé donc aux licenciés le 31 août en fait à Schléger, et ça serait un triplet mixte. Donc vous voyez, les filles sont les bienvenues aussi. On en a de plus en plus aussi. Schléger, c'est où dans le Morbihan? Moi, je connais bien tout ce qui est Pleuhermel, Loyat, Néant-sur-Yvel, Josselin, Guerre. C'est plus sur l'Orient en fait. On doit être à 10 km de l'Orient. 10 km de l'Orient. Ok, super. Donc on rappelle, il y a un concours, on peut s'inscrire en allant sur. Il y a un site internet pour s'inscrire. Comment ça se passe? Non, du tout, c'est sur place en fait, mais c'est un concours officiel, c'est réservé aux licenciés. D'accord. Et comment s'appelle le club, Rémi? Schléger Pétanque. Schléger Pétanque, C-L-E-G-U-E-R. C'est ça. Super. Merci beaucoup, Rémi, d'être intervenu pour nous parler de la création de votre club. Voilà. Pas de souci. On vous embrasse et on vous souhaite un bel été. Merci aussi à Vincent Lepelletier, président de la société Les Pétanqueurs. On vous trouve aussi sur Internet facile si on veut réserver vos services pour une entreprise. Tout à fait, Laurence. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à Robert, Mohamed. On avait Denis aussi, malheureusement, l'émission se termine au 0800 26 300 300. Et merci à vous tous. Il y a Brigitte qui dira: mon gamin a construit un terrain de pétanque dans son jardin, barbecue et boules pour le week-end. Ça, c'est top. Parce que c'est aussi ça, la pétanque. Allez, dans quelques instants, on va prendre un sentier de l'été. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Laurence Perrault. Et après avoir parlé de pétanque, d'avoir parlé un peu de toutes les villes de France et en particulier du Sud et de Marseille quand même, c'est quand même le jeu provençal par excellence, je vous propose, moi, de nous arrêter dans les Vosges. C'est dans les sentiers de l'été, je vous emmène dans un endroit où l'on enlève ses chaussures pour mieux ressentir la nature. C'est la Ferme Aventure, premier parc pieds nus de France, au cœur des Vosges. On marche sur la mousse, on s'amuse dans des labyrinthes, on dort dans des cabanes, des tipis. Bref, c'est un terrain de jeu et de sensations uniques. Et pour en parler, Denis Duchesne, créateur de ce parc pas comme les autres, est avec nous. Bonjour Denis. Bonjour Laurence. Eh bien, bienvenue sur les sentiers pieds nus pour l'été. Merci beaucoup de nous accueillir pour notre rendez-vous. Je voudrais qu'on parle un peu du concept du parc. Comment c'est venu cette idée ? Le parc a 20 ans, donc cette idée est venue il y a 19 ans en fait, tout bêtement. J'ai croisé des gens qui marchaient pieds nus. Moi, adepte, à mon loisir à la marche pieds nus, ça m'a intrigué. Je suis allé les voir, ils m'ont parlé un petit peu de leur loisir et que sur chaque site, ils partaient pieds nus. Et ils m'ont invité à aller en Allemagne et j'ai visité les parcs des parcs pieds nus. À l'époque, il y a presque 20 ans. Et c'est là que je me suis inspiré pour créer le premier sentier pieds nus, premier parc pieds nus en France, il y a 19 ans. Alors aujourd'hui, l'idée a fait du chemin. On la retrouve un petit peu à droite à gauche, de plus modeste dimension partout en France et dans d'autres pays. Voilà comment l'histoire a débuté à la Ferme Aventure. Donc ce parc niché au cœur des Vosges. Et qu'est-ce qu'on y trouve exactement ? J'ai commencé à donner quelques petites... comment on appelle ça ? Ça y est, j'ai perdu mes mots, moi. Quelques indices. Quelques indices, oui. En parlant d'indices, on peut trouver des indices au fil de labyrinthes, puisqu'il y a divers labyrinthes végétaux, permanents, etc.
voilà, l'histoire a pu débuter également comme ça, avec des énigmes, etc. La découverte eh bien, de la nature, le partage de la nature, puisqu'on bénéficie d'une prairie et d'une grande forêt aussi, donc très profitable en ce moment avec ces chaleurs, où là, au fil des sentiers, vous pouvez vous amuser, faire différents jeux, reconnaître aussi bien les arbres que vous divertir au fil des labyrinthes et qui sont liés à des escape games, puisque vous pouvez vous plonger dans le grenier de la ferme, on retrouve l'ambiance d'un grenier d'autrefois, ou encore sur un grand chapiteau avec le temple d'Athéa. Voilà, mais c'est la ferme aventure, c'est plein d'activités diverses avec, comme je le disais, un filet dans les arbres, un aire de jeu aquatique, un aire de jeu indoor avec le succès de cette dernière année, enfin de l'année dernière, une méga piscine à boules qui fait 150 mètres carrés où les parents plongent avec les enfants. Voilà, c'est une multitude de choses autour de la nature, mais aussi ludiques. Ouais, vous êtes situé au sud d'Épinal. Évidemment, c'est assez incroyable. Comment les visiteurs réagissent la première fois qu'ils ôtent leurs chaussures ? Aujourd'hui, je dirais que ça s'est un petit peu démocratisé. Et là, 80% des visiteurs enlèvent leurs chaussures. Ça fait du bien. On aère les orteils et c'est très positif pour la santé. Enfin, ça, moi je le constate, mais après, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que c'est très très positif pour la santé. Et puis c'est bien. On s'aère les orteils sur la plage, mais là aussi dans la nature, en foulant les mouches, comme vous disiez tout à l'heure, c'est du bonheur. Vous parlez d'un voyage sensoriel en fait, aussi. C'est tout à fait un voyage sensoriel au cœur de la nature. C'est tout à fait le mot. Et même au niveau des nuits insolites, parce que là, c'est vraiment une immersion aussi dans la nature, parce que vous retrouvez par exemple des cabanes dans les arbres, etc., des différentes activités, des différents hébergements. On en a 24, mais j'allais citer la plus particulière, c'est les pyramides de verre, un peu la pyramide du Louvre, mais en plus petit, au cœur de la forêt vosgienne. Et là, vous passez au cœur d'une clairière, une nuit sous les étoiles. Donc c'est une communion avec les éléments. Et on est situé au sud d'Épinal. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse exacte ? On est côte... alors attendez, parce que je l'avais noté comme une idiote. C'est 15 côtes de Ardemont à la Chapelle-aux-Bois. C'est Chapelle-aux-Bois dans le 88, dans les Vosges. Dans les Vosges. On est sur un esprit au cœur des Vosges. Est-ce que, d'ailleurs, ce territoire des Vosges apporte un plus à cette expérience que vous nous proposez ? Oui, en fait, les Vosges, c'est quand même une destination, comme vous dans le sud, une destination touristique un peu privilégiée avec le massif. Nous, on se situe entre le massif et la plaine. Et donc là, avec un développement touristique qui est un petit peu historique, notamment sur le massif. Et c'est plein de choses, des reliefs, variés. En fait, voilà, un environnement très très varié sur les Vosges. Et puis bien sûr, les Vosges, ça s'associe au côté vert, avec ses forêts, ses prairies, etc., Donc c'est un petit peu ça qu'on a développé il y a 20 ans, cet esprit nature qui aujourd'hui, un peu plus à la mode, j'allais dire, qu'il y a 20 ans, mais voilà, c'est ces grands bols d'air vosgiens au cœur de la nature. Vous êtes le créateur et le propriétaire de la ferme Aventure. Comment est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure des années ? Eh bien, on a démarré tout ça avec cette idée un petit peu de labyrinthe au départ, puisque des labyrinthes, j'en ai fait des labyrinthes de maïs. J'étais un des précurseurs en France aussi. Il y a de ça une trentaine d'années, et de fil en aiguille, eh bien, l'idée s'est développée autour des labyrinthes. C'est un petit peu ça, au niveau de la création du parc, et qui a évolué, bien sûr, avec la première cabane dans les arbres qu'on a construit il y a 20 ans. On était les premiers dans l'est de la France, avec des hébergements complètement différents. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va de la cabane dans les arbres, ça va au tout simple tipi, ça va des pyramides de verre, ça va de la yourte. Enfin voilà, c'est 24 hébergements complètement différents pour atterrir, j'allais dire, à quelques kilomètres de là, où actuellement je suis en train de développer un espace, mais là, complètement différent, avec des avions. Donc il y a la caravane historique sur le site, 2 Antonov N2 qui ont été aussi aménagés en gîte. Wow. Et là, je suis en cours de restauration d'un Nord Atlas. Voilà, alors c'est un autre univers. Un quoi ? Un Nord Atlas.
Le Nord Atlas, en fait, c'est l'avion des paras. Pour les paras qui nous écoutent, là, c'est la Grise. Voilà, c'est un avion militaire à l'époque de transport de troupes. Voilà, que j'ai aussi, je suis en train d'aménager. Là, voilà, donc un site consacré aux avions à 8 km de la ferme Aventure. Voilà, encore une destination complètement différente et un univers complètement différent. Ce qui veut dire, voilà, j'arrête pas. Denis Duchesne, ce qui veut dire qu'au-delà de la ferme Aventure, qui est un parc d'activités assez incroyable où on fait tout pieds nus, on va revenir sur ce côté pieds nus parce que j'ai pas mal de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Ça veut dire aussi que votre parc d'avions sera aussi un parc d'activités ou ce sera juste un parc d'hébergement ? C'est plutôt un côté hébergement. Alors il y aura des activités mais qui seront plus modiques, mais ce sera plus une découverte des avions, un endroit où on se plonge dans l'univers des avions. Alors tous les passionnés forcément d'avions sont au rendez-vous. On a des petites explications et là aussi on a la construction d'une tour de contrôle sur place, avec un accueil sur place aussi, mais des activités plus limitées. Ce sera plus limité, ce sera plus un parc, d'hébergement autour des avions et la découverte des avions à travers divers reportages que je vais faire sur des passionnés d'avions, voilà. Revenons sur le côté où on fait la ferme Aventure pieds nus. On a Fréquence qui nous dit marcher pieds nus permet de décharger les tensions nerveuses sur la page Facebook de Sud Radio. Marie Aubert qui nous dit je marche le plus souvent pieds nus, j'adore ça. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'important pour se reconnecter à la nature dans une époque comme ça où on est toujours hyper pressé, hyper connecté, et c'est une philosophie supplémentaire ou c'était juste pour aussi reprendre contact avec la nature sans l'abîmer? Oui, tout à fait. En fait, moi, nous, on n'en fait pas un petit peu l'étendard pour dire, marcher pieds nus, ça vous fera du bien. Après, les gens le constatent par eux-mêmes. Moi, je marche en permanence pieds nus, donc je peux en témoigner, comme vos éditeurs, que c'est très, très positif pour la nature. On se décharge des mauvaises énergies, c'est très, très vrai. Alors, et un exemple, moi, qui commence à prendre quelques années, parce que, voilà, toutes les petites douleurs, articulaires, vous les perdez. Et là, en ce moment, en fait, je suis en pleine forme. Mais c'est le fait de ce contact avec la terre, avec la nature, avec l'herbe, etc. Le fait de marcher pieds nus est très, très positif. Et j'invite, même si vous n'êtes pas, vous aérez les orteils à la ferme Aventure, marchez pieds nus tous les jours. Même sur un petit coin d'herbe, enlevez vos chaussures, marchez pieds nus. Et à la maison, marchez pieds nus. Ça sert à rien de mettre des chaussons, quoi. Oui, mais pas dans la route, pas dans la rue. Enfin, on est sur des endroits un peu privilégiés. Moi, je marche pieds nus dans la rue. Et contrairement à ce qu'on peut penser, tout le monde a peur, on va se blesser, on va marcher. Après, c'est instinctif. Et puis, je dis toujours, vous vous blesserez plus en prenant une feuille dans la main ou quelque chose où la peau est très fine que sous la voûte plantaire. Mais bon. Et vous avez commencé à marcher pieds nus quand, Denis ? Moi, j'ai toujours gamin. Alors justement, pour les jeunes enfants, faites-les marcher pieds nus, ne les embrigadez pas dans des petites chaussures, c'est très très mignon. Mais dès la naissance, habituez-les à marcher pieds nus. C'est un petit conseil que je donne. Après, chacun fait ce qu'il en veut. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut le tester chez vous, à la ferme Aventure, située dans les Vosges. On est au sud d'Épinal. Juste avant de se quitter, Denis, on est plutôt sur des périodes d'ouverture essentiellement printemps-été, un peu début d'automne? Oui, là on est ouvert encore jusqu'au fin août tous les jours, de 10h à 18h. Pour le parc, avec une ouverture les week-ends. Au mois de septembre, on a toujours un bel été indien, donc très on bien. espère. Et ça coûte combien de venir chez vous? Alors, le tarif d'entrée est de 16,50 pour les adultes et 14,50 € pour les enfants. Et on peut passer pour les enfants de moins d'un mètre. Très bien. Et on peut passer toute la journée. On emmène notre pique-nique. Il y a de quoi déjeuner sur place. On peut acheter. Comment ça se passe? Donc oui, il faut compter la journée. Ce qu'on conseille toujours, c'est de venir dès l'ouverture. Après, tout le monde. Après, vous avez le choix. Vous avez une multitude d'activités. Donc après, mais pour faire le parc, il faut au minimum la journée.
Et puis, j'allais dire, sur place, vous pouvez vous restaurer, bien sûr. D'accord. Mais vous pouvez également amener le panier pique-nique. Eh ben, c'est cool. Il n'y a pas de problème, voilà. Bah super, on voulait vous mettre en avant dans nos sentiers de l'été parce qu'on trouvait ça vraiment trop chouette. La ferme aventure, c'est situé à Chapelle-aux-Bois, c'est dans le département des Vosges. N'hésitez pas si vous passez dans le coin. Merci beaucoup Denis Duchesne, propriétaire de cette ferme aventure et créateur il y a 20 ans. Et allez marcher pieds nus et souvenez-vous de ce que nous a dit notre ami Denis. Marcher pieds nus, ça fait du bien aussi. Merci à vous Denis, passez un bel été. Si Laurence, et ma foi, à bientôt. À bientôt. Quant à nous, dans quelques instants, on va retrouver notre ami Rémi André. Et je ne sais pas s'il était pieds nus, mais il partira avec nous à la rencontre de Cyprien Duroux, qui est affineur de Cantal et de Salers.